La Douma vient de ratifier le traité sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour chercher une riposte crédible et sanctionner Moscou. Peut-être une piste dans la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines. Des images satellites ont repéré 2 objets dans le sud de l'océan Indien. Des avions australiens ont été dépêchés sur la zone. Les recherches reprendront demain. Enfin, la Côte d'Ivoire accepte le transfèrement à la Cour pénale internationale de Charles Blé Goudé, ce proche de Laurent Gbagbo. Éclairage dans cette édition. Bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre sur France 24. Moscou annonce que son administration a commencé à délivrer des passeports russes en Crimée, étape symbolique de l'intégration de la péninsule ukrainienne. Le processus juridique sera bouclé cette semaine, voilà ce que l'on assure au Kremlin. L'étape supplémentaire a été franchie aujourd'hui à la Douma. La chambre basse du Parlement russe a en effet adopté le traité et la chambre haute, elle, se prononcera dès demain. Ce ne sera qu'une formalité. Marc Pope. Adopté. La Douma vient de ratifier le traité qui rattache la Crimée à la Russie. Une étape de plus dans le processus d'annexion de la région par Moscou. On nous accuse, nous et le peuple de Crimée, de violer le droit international et la constitution ukrainienne. Mais ce sont ceux-là même qui parlent de violation des lois ukrainiennes, qui ont soutenu ceux qui ont pris le pouvoir à Kiev par un coup d'État anticonstitutionnel. Ce vote par la Chambre basse sera complété par celui de la Chambre haute du Parlement russe prévu vendredi. Une ratification qui intervient 2 jours après la signature du traité de rattachement de la Crimée à la Russie. Des étapes institutionnelles qui viennent officialiser une annexion de plus en plus concrète. Sur le terrain, la mainmise militaire se poursuit. 2 nouvelles bases de Crimée ont basculé, comme ici, à Sébastopol. Kiev a annoncé le retrait de ses troupes pour éviter d'autres confrontations. Car les militaires ukrainiens sont parfois expulsés de leurs casernes de force et par des miliciens armés. Les mesures pratiques, elles aussi, sont peu à peu mises en place. Moscou a déjà commencé à délivrer des passeports russes aux Criméens. Un éclairage signé Axel Simon. Alors, quelle riposte après cette annexion de la Crimée par Moscou? Un sommet européen s'ouvre à Bruxelles. Les 28 devraient annuler le sommet Russie-Union européenne prévu en juin à Sotchi. C'est en tout cas ce que laisse entendre François Hollande à son arrivée à Bruxelles. On l'écoute. Il y aura une suspension des relations politiques puisqu'il devait y avoir une réunion entre l'Union européenne et la Russie. Elle ne peut pas avoir lieu dans ces conditions et nous devrons également envisager d'autres sanctions s'il y avait une escalade. Donc c'est le principe de fermeté qui doit l'emporter, mais aussi le principe de discussion et de négociation. La question des sanctions économiques sera évidemment sur la table, mais pas sûr que les 28 s'entendront sur des mesures qui pourraient porter atteinte à leurs intérêts. Au programme des discussions de ce jeudi soir à Bruxelles, la réponse conjointe à la signature par Moscou du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Pour l'instant, l'Union européenne a décidé de suspendre les missions conjointes avec Moscou, une sanction symbolique sans réel impact. Seconde mesure, l'interdiction de visa et le gel des avoirs de 21 personnes, 13 dirigeants russes et 8 Ukrainiens pro-russes ayant pris une part active à la sécession de la Crimée. Mais ces avoirs sont quasi inexistants, la mesure est un coup d'épée dans l'eau. De fait, les dirigeants européens brandissent la menace de mesures concrètes, mais rien ne prouve qu'elles seront plus efficaces. Nous devons nous assurer que les sanctions sont graduelles et réversibles. C'est l'expression que nous utilisons, car nous pensons que nous devons garder une porte ouverte au dialogue. Le Royaume-Uni brandit la menace d'une exclusion définitive de la Russie du G8. Mais pour les analystes, seules des sanctions financières pourraient avoir un réel impact, des sanctions que David Cameron préfère réserver en cas d'aggravation de la situation. Nous devons prévenir de manière très claire que s'il y avait davantage de déstabilisation, par exemple dans l'est de l'Ukraine, de quelque manière que ce soit, alors nous prendrons position pour des sanctions économiques, telles que nous l'avons mentionné la semaine dernière. Des sanctions que les dirigeants européens rechignent encore à prendre car elles auraient un effet boomerang sur les économies de l'Union européenne. Le gaz russe est indispensable à de nombreux pays et les entreprises européennes sont largement implantées en Russie. Rien que pour la France,
le commerce avec Moscou représente 18 milliards d'euros d'échanges chaque année. Je vous le disais en titre, les recherches sont suspendues, mais elles vont reprendre dès demain matin. Ce jeudi, des avions et des navires se sont rendus au sud de l'océan Indien où 2 objets ont été repérés par des images satellites. Les autorités australiennes sont prudentes, mais c'est la première piste pour tenter de retrouver l'avion de la Malaysia Airlines qui a disparu en vol il y a 13 jours. Laure Manin. Un peu d'espoir dans l'enquête sur le vol MH370. Une nouvelle piste venue de Canberra fait état de larges débris repérés par un satellite à 2300 km au sud-ouest des côtes australiennes. L'autorité de sûreté maritime australienne a reçu des informations basées sur des images satellites montrant des objets qui pourraient être liés aux recherches. Une annonce qui intervient 2 jours après que l'Australie a décidé de réduire sa zone de recherche le long de l'un des 2 plans de vol qu'a pu suivre le Boeing 777. La plus grande des images que j'ai vues mesure aux alentours de 24 mètres. Il y en a une autre, plus petite, et un certain nombre d'autres images dans la zone. Le travail d'analyse devrait être facilité par les images des satellites commerciaux, mais il se pourrait aussi fort bien que les débris n'aient aucun rapport avec le vol disparu. Dans le doute, des avions australiens, néo-zélandais et américains font route vers le site, ainsi que plusieurs navires. Cette nouvelle piste devrait malgré tout soulager les familles des passagers et membres d'équipage qui attendent désespérément des informations de la part des autorités malaisiennes. Nous avons suivi toutes les pistes qui se sont présentées et cette fois, nous espérons un développement positif. Kuala Lumpur est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise et son manque de transparence sur l'enquête, alors que l'avion a disparu le 8 mars dernier. Charles Blé Goudet, ancien chef de file du mouvement ivoirien des jeunes patriotes et proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, va être remis à la Cour pénale internationale. Elle le recherche pour crimes contre l'humanité, annonce faite ce jeudi par le ministre ivoirien de la Justice. On va en parler avec vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle, c'est la suite logique du bras de fer que se livrent la Côte d'Ivoire et la CPI. Expliquez-nous. Pourquoi ? Bien écoutez, cette décision, d'abord, on l'attendait un peu parce que le 3 mars dernier, la Cour pénale internationale avait tout simplement rejeté le sursis que demandait l'État ivoirien, la justice ivoirienne, pour traiter du dossier de Blé Goudet. Et en fait, depuis le mois de janvier dernier, il y a donc un bras de fer entre est-ce que l'on juge Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire ou est-ce que l'on juge à La Haye. Et en fait, ce que l'on entend derrière, c'est une façon de penser un peu différente. Tout simplement, certains disent pourquoi est-ce que la justice ivoirienne ne jugerait pas elle-même Charles Blé Goudet, elle en est tout à fait capable. Et puis derrière cette pensée-là, vous savez, il y a un courant de pensée en Afrique aujourd'hui qui est de montrer du doigt la CPI qui aujourd'hui met en occupation, inculpe en fait des chefs d'État en exercice avec un risque qui est qu'à partir du moment donné où vous autorisez le transfèrement de Charles Blé Goudet. Qu'en sera-t-il pour Simone Gbagbo, qui elle aussi est accusée par la CPI de crimes contre l'humanité? Et qu'en sera-t-il un jour où peut-être la CPI réclamera tout simplement quelqu'un qui n'aura pas été du camp Gbagbo, mais du camp Ouattara pendant la crise 2010-2011? Armelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que l'on reproche exactement à Charles Blé Goudet? Alors, Charles Blé Goudet, il est accusé par la justice ivoirienne de crimes de guerre. Il est accusé par la CPI de crimes contre l'humanité. Donc, à chaque fois, des charges qui sont extrêmement graves. Tout simplement parce que ça a été un homme extrêmement influent en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a été à la base fer de lance des manifestations anti-françaises dans le début des années 2000. Mais ce qui lui est reproché, c'est son attitude dans les années 2010-2011. À cette époque-là, on l'appelle le général de la rue ou le général de la jeunesse. Et en fait, il va chercher la jeunesse pour le compte de Laurent Gbagbo. Il est alors, vous savez, dans le gouvernement qu'avait formé Laurent Gbagbo, qui n'était pas reconnu par la communauté internationale et l'opposition. C'était bien là le cœur du problème. Il était le ministre de la jeunesse et c'était un puissant ministre qui faisait peur parce qu'il mobilisait facilement les foules. Voilà, c'était pour ça donc qu'il a été aujourd'hui inculpé. Il faut aussi pointer du doigt le fait que dans les télégrammes de Wikileaks, on le montre non pas seulement comme un homme politique influent, mais surtout comme un homme d'affaires qui a aussi beaucoup de biens en hôtel ou en club d'affaires divers et variés. Merci Armelle pour cet éclairage. En France, la contre-attaque de Thierry Herzog au lendemain de la publication par Mediapart d'extraits d'écoute judiciaire de conversations entre lui et l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Le ténor du barreau assure qu'il va porter plainte pour violation du secret de l'instruction. François Hollande, lui, cherche à rassurer les magistrats et à apaiser les avocats. Aujourd'hui, il a promis une réforme ambitieuse afin de renforcer l'indépendance des juges.
Depuis 2 semaines, il est au centre de l'affaire des écoutes. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy. Hier, le site Mediapart a publié des extraits de ses conversations téléphoniques avec l'ancien président, interceptés par les juges. Des documents qui laissent entendre que Thierry Herzog a été informé illégalement de l'avancée des procédures judiciaires visant son client. L'avocat a décidé de riposter ce matin. Je vais demander au procureur de la République, par le dépôt d'une plainte pour violation du secret de l'instruction, d'ordonner une enquête qui a remis à Mediapart les rapports tronqués qui ont été ainsi publiés hier. Thierry Herzog assure également n'avoir bénéficié d'aucune information privilégiée sur les procédures judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Et il conteste toujours la légitimité des écoutes entre un conseil et son client. Pour apaiser les avocats, François Hollande a d'ailleurs reçu les représentants de la profession ce matin. Des représentants qui demandent que les écoutes téléphoniques soient plus encadrées à l'avenir. Un mot de culture pour terminer. L'attente fut longue. 15 ans à Nice, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ont enfin retrouvé le chef-d'œuvre de Rembrandt dérobé au musée de Draguignan en 1999. Il s'agit de L'Enfant à la bulle de savon. Il avait été estimé à l'époque du vol à environ 20 millions de francs, c'est-à-dire un peu plus de 3,5 millions d'euros. 2 délinquants âgés de 44 et 55 ans avaient profité des festivités du 14 juillet pour entrer par effraction et pour s'emparer donc du tableau. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 20 minutes.